Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui. Ça va occupé, mais ça va bien. Je ne te vois pas, par exemple. Je sais pas. OK, excusez. J'ai oublié de. Non, non, pas de problème. J'ai oublié de. Parfait. Mais oui, occupé, occupé. Ouais, le mois de mai, c'est toujours. Voici, moi, ma plus ce qui m'angoisse, peut-être le mot est un peu fort, là, mais ce qui me stresse le plus, c'est la gestion des courriels. Je Oui, reçois tellement de courriels, puis là, je suis en retard dans mes courriels. Puis là, je me dis tout le temps, il peut y avoir une réunion que là, je vais manquer ou parce ouais. que, bon, c'est ça. Puis là, quand je vais m'être mis à jour dans mes courriels, je vais être content. Bonjour, Patrick. Hey, bonjour, Benoît, ça fait longtemps. Content de te revoir. Ah oui, hein? Oui, oui. Tu sais que je repensais à ça, là. Tu m'as déjà enseigné un cours. Oui, ça fait. Là, ça serait. Écoute, ça date de longtemps. À un moment donné, j'avais suivi un cours. C'était des cours, une succession de 3 cours de 1 crédit. Je pense qu'il y avait quelque chose d'épidémiologie, il y avait quelque chose de statistique, puis le troisième, je ne me souviens plus. Et toi, tu avais donné une séance avec, comment Jean-François Millard? C'est ça son nom, Jean-François Millard? Ah, François Millard. François Millard. François Dans Millard. Montérégie. Donc, c'était, ça se passait au pavillon à Longueuil. Ah, ben oui. C'était pour l'Université de Sherbrooke. Ben oui, ben oui. Mais ça fait longtemps de ça. Ben oui. J'imagine que toi, tu étais étudiant à ce moment-là, peut-être au doctorat. Ou, Je pense que j'étais médecin résident à l'époque, probablement. C'est possible. Moi, je ne me rappelle plus. Hein? Où j'étais nouvellement formé là, à mon retour de postdoc en 2002, là, un des deux. Mais toi, tu as fait ta médecine et tu as fait un doctorat en santé publique? Oui, c'est ça. Ben, j'ai une spécialité en santé publique, donc comme la chirurgie, là, ça c'est 5 ans. Donc, je suis médecin spécialiste en santé publique, mais en plus, j'ai fait un PhD, oui, à l'Université de Montréal, option épidémiologie, là, sur l'approche environnementale pour la prévention, là, pour l'amélioration de la sécurité des piétons et l'approche environnementale puis populationnelle, donc avec les GO20. Ah, ouais. c'est ça, j'ai vu. Donc, un double docteur. Oui, c'est ça. Mais le premier, on sait bien que ça dépend. Du point de vue de la recherche, c'est un faux docteur, là, le docteur médecin. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on ne fait pas de thèse. En tout cas, puis c'est double docteur, ouais, docteur au corps. Mais c'est pas. C'est médecin spécialiste en santé publique. C'est quand même pas négligeable. Ah non, non, mais c'est pour ça que moi, je vais te dire honnêtement, c'est que j'ai sous-développé ma carrière de chercheur parce que j'étais déjà installé comme médecin quand j'ai complet. Ouais. Puis ça, Audrey Smagassi m'avait dit, demande des bourses. Mais tu sais, comme je travaillais déjà, j'ai vraiment sous-développé ça. Mais en tout cas, j'ai eu les bénéfices de ma position. Mais ouais. Non, c'est. En tout cas, mais je suis impressionné parce que tu as développé aussi au fil des ans les responsabilités. Je te vois passer là, sur les professeurs adjoints cliniques, l'enseignement, la surveillance. En tout cas, bravo. Ah, ben merci. On sait. Ben, tu vois, ça a été comme prof de clinique. Donc, c'était l'occasion un peu de me construire une carrière universitaire avec mon titre de prof de clinique. Là. Non, mais bravo, c'est super. Ouais, Écoute, merci. ben moi, je vais être probablement rendu là, maintenant, dans les prochaines années. Je viens de transférer à l'INSPQ, peut-être m'impliquer un peu plus dans l'universitaire, mais la chose en sort. Moi, ça a été comme une succession peut-être d'occasions. À un moment donné, ben là, quelqu'un me proposait que tu voudrais-tu t'impliquer dans ça, puis donc de prendre des petites tâches, puis à un moment donné, mais quand on est un peu plus visible, un peu plus présent, ben là, on dirait que les opportunités se présentent plus parce que les gens pensent à toi pour des choses, puis c'est moi, j'enseigne beaucoup. Je vais me taire, là. Ça ne sera pas long, c'est Stéphanie, je vais me taire.
Problème. J'enseigne beaucoup. Ça, moi c'est peut-être, ça me valorise beaucoup l'enseignement. J'aime beaucoup l'enseignement. Je trouve que ça me valorise beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je suis content là, de ce côté-là. Oui, puis moi aussi, j'ai enseigné ces dernières années à Montréal. J'enseignais beaucoup plus aux étudiants en géographie, urbanisme, génie civil, Okay. parce que c'était le fruit de mon action était intersectorielle. Mais là, j'étais un peu un retour aux sources, un peu avec la maîtrise en santé publique, là, le cours pratique de santé publique, puis on verra jusqu'où ça mène. Pour aujourd'hui, tu me diras un peu, si on peut prendre quelques minutes, si on les a, mais je peux laisser Stéphanie parler d'abord pour le contenu. Juste, j'ai préparé quelque chose, mais j'aimerais ça avoir un peu votre avis initial sur la durée puis le positionnement. J'aurais 2 questions, mais vas-y, Stéphanie. Non, mais peut-être Bernard Simon déjà peut. Non, enfin, OK. La durée, ça, la durée, Stéphanie pourra le repréciser. Là. Mais c'est comme, moi, je suis persuadé que ta présentation, ça va être très intéressant. Je t'ai déjà entendu présenter. Mais finalement, c'est comme je mentionnais, c'est pas, on veut pas nécessairement, on veut pas des résultats, puis c'est pas une conférence pour présenter des résultats sur une problématique donnée. Dans le fond, c'est de, initialement, ça s'adressait aux étudiants de l'option de surveillance, mais finalement, il y a beaucoup d'autres. Il y a des jeunes professionnels, en fait, des professionnels de la surveillance, entre autres des jeunes professionnels qui, parce qu'on diffuse l'information par l'intermédiaire de la table de concertation. Donc, il y a plusieurs professionnels en exercice en surveillance, mais dans peut-être d'autres domaines de la surveillance, donc qui sont aussi intéressés par ça. Alors, l'orientation un peu des séminaires, c'est de montrer qu'est-ce qui se fait dans un domaine de la surveillance. Donc, Pardon. Non, c'est correct. Juste parce que comme il est 11h54, juste pour la durée, on est sur le format de toute façon, donc en général, c'est 30 à 40 minutes de présentation et on laisse une période de 20 minutes de questions et réponses. Juste, est-ce que vous avez une présentation et est-ce qu'on pourrait tester si le partage d'écran marche? Ben là, attends, je fais le partage d'écran, ce sera pas long, il faut que je me refamilise à share screen. Alors, ça sera pas long, ça sera pas long. Non, c'est désactivé pour l'instant par le host. Je vous ai mis animateur. Puis, parce que ma question, regardez, là, je share le screen 2, donc, OK. Pour l'instant, mon écran principal a un peu disparu, fait que là, je ne vois plus le chat, mais c'est pas grave. Là, je vais essayer de le mettre en mode présentation à l'instant. Oui, c'est ça. Là, c'est parfait comme ça. Très bien comme ça. Est-ce que juste, puisque je me suis trompée, en fait, quand je vous ai mis, est-ce que vous pouvez me remettre animateur, puis moi, je vais juste vous mettre Oui, ce ne sera pas long, il faut juste que je sache comment. Alors oui, alors il faut, dans participants, vous cliquez sur participants, il y a mon nom, Stéphanie Dufaux. Oui. Et il y a marqué plus. J'ai mute, spotlight, make host. OK, ça doit être ça. Normalement, il doit y avoir nommé animateur ou quelque chose comme ça. Ben, j'ai make host. Là, oui, voilà, parfait. J'appuie là-dessus. J'ai appuyé déjà, ça fait 2 fois. J'espère que ça a fonctionné. Sans doute. Alors, attendez. Do you want to change? Excuse-moi, il me demandait dans une autre fenêtre. Okay, oui, c'est ça. Voilà. Super. Parfait. Puis, je vais vous mettre juste nommer co-hôte. Voilà. Bernard Simon, je peux m'adapter. Puis là, c'est juste que c'est vrai que j'ai beaucoup de résultats, mais ce n'est pas tant les résultats que je veux montrer que l'approche, c'est 3-4 principes. Parce que moi, c'est ma pratique que je veux partager aux gens. Donc, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas les résultats fins. C'est juste l'idée que ça porte sur des environnements désagrégés à différentes échelles. Exactement. Ça, c'est parfait. C'est correct. Puis que c'est proche de la prévention. Oui. Dans le fond, c'est l'idée de, c'est quand même une surveillance particulière par rapport à d'autres types de... Donc, comment ça se fait, les banques de données, le genre d'indicateurs. Mais c'est ça qui est inhabituel, c'est que moi, je n'ai pas des indicateurs suivis dans le temps. Puis c'est pour ça que je vais poser la question à la fin, est-ce que c'est de la surveillance ou pas? Parce que ça documente l'ampleur, les variations spatiales. Mais les indicateurs, on n'a jamais le temps de les suivre dans le temps. Je passe à d'autres choses l'année d'après. C'est ça qui va être un peu particulier. Là. Tu peux l'expliquer. Je vais l'expliquer.
Oui, c'est dans le sens que c'est un peu, tu sais, ça ne serait pas impossible de le faire. À un moment donné, c'est une question de ressources Ah, c'est et ça. C'est c'est ça. pas Moi, un je suis capable domaine de. où est-ce qu'il y a énormément de ressources pour faire quelque chose en continu. C'est ça. OK. Fait que c'est une question de ressources plus, parce qu'effectivement, ce sont tous des objets potentiels de surveillance avec, je peux même des indicateurs que je peux proposer. Donc, mais rarement la surveillance est faite de cette manière-là. C'est un peu aussi une critique de la surveillance parce que moi, c'est de la prévention que j'ai fait toute ma vie. Alors, mais en utilisant les données, parce que je n'ai pas le choix, des données sur la variation spatiale principalement. Juste, je me permets de vous interrompre avec Vas-y. juste pour vous dire qu'on a 35 inscrits, mais donc on va voir combien de personnes. Il y a toujours une petite déperdition, évidemment. Dans tous les cas, ce que je voulais mentionner et qui est important, c'est que la rencontre est enregistrée et qu'elle elle sera rediffusée sur notre site internet. Donc, je Quand, sais, il y a pas de quand problème les avec ça. gens, quand les gens vont voir un beau jeune homme comme Patrick là, qui présente, Un beau vieux jeune là, homme. tout le monde va vouloir aller voir ça en différé. Et juste, je vais prendre la parole en premier, en fait, pour pouvoir dire bonjour, merci d'être ici Ben pour oui. ce séminaire. Donc, je vais donner les infos techniques, c'est-à-dire, je vais leur dire, le séminaire va durer 1 heure, il va d'abord y avoir une présentation, et puis ensuite, il y aura une période de questions-réponses. Je vais signaler aux gens que la rencontre est enregistrée et que donc s'ils ne souhaitent pas apparaître, elle est enregistrée et elle va être rediffusée. Donc s'ils ne souhaitent pas apparaître, il ne faut pas qu'ils démarrent leur caméra et qu'ils peuvent soit poser des questions dans le chat, soit si à la fin on est assez peu nombreux et puis on a le temps, on peut prendre aussi des personnes qui ouvrent leur caméra et qui peuvent poser des questions. Bernard Simon, est-ce qu'on fait comme d'habitude et puis c'est moi qui poserai les questions Oui, à la fin? oui, ça serait correct. Moi, comme on fait ça d'habitude, là, ça me convient parfaitement. Parfait. Toi, tu es la chef d'orchestre. Moi, je suis la musique. OK. Très bien. Et puis, de toute façon, je vais te laisser aussi le mot de la fin pour… Oui, puis juste pour clore un peu la saison, puis je peux inviter des gens si jamais ils ont des propositions à nous faire pour le prochain calendrier de surveillance. Puis, Oui, tout à fait. N'hésitez pas à m'interrompre ou à l'écrire dans le chat. Moi, je ne le verrai malheureusement pas, le chat. Donc, n'hésite pas, Stéphanie ou Bernard, Simon, à m'interrompre pour me poser une question. Moi, habituellement, je suis habitué en salle d'interagir beaucoup. Là, on fait avec le format. En général, on essaie de garder les questions vraiment pour la fin. C'est Pour bon. que, comme Mais s'il y a des ça, questions d'éclaircissement ou de. En ouais. tout cas, ou On ne de. sait jamais. c'est ça, moi, je prends des notes un peu parce que des fois, ça arrive souvent que je pose, mettons, la première ou les 2 premières questions, le temps que l'auditoire se dégèle un peu, Ben puis oui. après, là, les gens se mettent à Ben poser. moi, j'en avais déjà une question. Je finissais par une question. Est-ce que c'est de la surveillance que j'ai fait pendant 20 ans ou c'est de la promotion-prévention? Non, mais ou de la recherche. J'avais déjà, mais peut-être qu'elle est trop méchante. Non, Je peux vous laisser la choisir. tu as carte blanche. Puis, il est midi, donc je vais bientôt faire rentrer les gens dans la salle. Et donc, je vais faire mon petit mot d'introduction. Je vais juste introduire rapidement pour vous dire tout ce que je viens de vous dire. Et je puis, prends 10 voilà. secondes pour aller me chercher de l'eau. Je reviens tout de suite 10 secondes. Oui, pas de problème. Merci. En tout cas, énorme. J'en profite là. Je sais que je dis merci à chaque fois, à chaque séminaire, mais je dis vraiment un grand merci à toi, Emmanuel, pour votre participation à la saison au calendrier des séminaires, parce que je trouve que ça rend, en tout cas, ça rend la chose très simple pour moi. Puis j'apprécie énormément qu'on puisse organiser ça. Merci. Bon, eh ben, je vais enlever la salle d'attente et puis ça va être parti. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour ce séminaire en surveillance épidémiologique, le dernier de la saison 2021-2022. Je vais commencer par vous donner quelques petites informations techniques pendant que tout le monde est en train de rejoindre la séance. Donc, la première information, c'est que cette séance est enregistrée
et elle sera disponible en rediffusion sur le site internet de l'ESPOUM. Donc, si vous préférez ne pas apparaître, on vous invite à garder votre caméra fermée. Il va y avoir une présentation donc d'abord qui va durer une trentaine de minutes et puis ensuite il y aura une partie questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet clavardage qui est en bas de votre écran ou vous pourrez, si vous le voulez ou le pouvez, ouvrir votre caméra et puis poser directement votre question. Je vais tout de suite laisser la place à Bernard Simon-Leclerc qui va vous introduire ce séminaire. Merci. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence à notre dernier séminaire de l'année 2021-2022. Donc, on a la chance d'accueillir Patrick Morancy qui va nous parler de la surveillance des accidents de la route sur l'île de Montréal. Il va nous parler, entre autres choses, de l'ampleur et de la distribution géographique des traumatismes routiers à Montréal, de facteurs environnementaux impliqués, notamment le volume de véhicules et les aménagements routiers, et l'utilité des analyses spatiales pour orienter les stratégies préventives. Donc, notre conférencier, Patrick Morancy, est médecin spécialiste en santé publique et c'est un double docteur, donc médecin spécialiste en santé publique, mais également un doctorat en santé publique. Il est professeur de clinique, professeur adjoint de clinique également à l'École de santé publique et il est à l'emploi de l'Institut national de santé publique du Québec après avoir été plusieurs années à la direction de santé publique de Montréal. Donc, les prochaines minutes sont à vous, Dr. Morancy. Merci, j'espère que vous m'entendez bien, me voyez bien, ça va? Oui, tout est parfait. Merci, merci. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Vous me direz s'il y a un problème ou si ça joue. Si tout fonctionne, vous devriez voir la première page titre, en fait. Merci d'un PowerPoint, d'une présentation. Donc, je vais vous partager, surtout d'abord, je suis content d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Je vais vous partager le fruit d'environ 20 ans de travail à la Direction de santé publique de Montréal. Donc, je ne peux pas mentionner tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé qui ont rendu ce travail-là possible, mais c'est clair que François Tessier, Sophie Goudreau, qui sont des agents de recherche à la Direction de santé publique de Montréal, ont été essentiels pour la production des données puis des résultats que je vous partage. Alors, aujourd'hui, je vais surtout donc vous partager une pratique de santé publique dans laquelle j'ai utilisé les données, des données de surveillance, je pense des données sur l'ampleur, la distribution géographique d'un problème de santé, des traumatismes routiers, mais je les ai utilisés pour influencer, pour faire changer les choses, pour implanter des interventions. Et donc, nous avions, disons, il y avait une communion intime, étroite entre la surveillance, la recherche et l'intervention. Vous allez le voir, je pense, et c'est pour ça que surtout, je pense, les trois idées principales vont porter sur l'utilité des données de surveillance et en particulier l'utilité des analyses spatiales. Alors, je passe au deuxième, si ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, donc, le plan il va être assez simple. Hein. Je vais juste commencer par décrire l'ampleur de la problématique, identifier quelques sources de données, puis les résultats habituels de la surveillance dans le domaine, avant de vous initier, mais très brièvement, à l'étiologie, aux facteurs et déterminants impliqués. Je crois que pour faire une surveillance utile ou pertinente, je pense que c'est bien de connaître les facteurs et déterminants associés à la problématique. Avant de passer au cœur du sujet, qui est la pertinence des analyses spatiales, et notamment de l'analyse spatiale des lieux de collision dans ce cas-ci. Brièvement, la distinction entre le nombre, le taux et le risque de blessure. Je pense que ça, c'est assez commun. Un exemple de scénario prospectif, qui est un volet de la surveillance aussi, avant d'initier la discussion. Alors, j'espère qu'il y aura des questions. Toutes les questions sont bienvenues. Ah, voilà.
Donc, d'abord, simplement pour une introduction générale, les blessures, c'est un transfert d'énergie. Donc, quand il y a blessure, il y a toujours un transfert d'énergie. De la même façon, quand il y a une maladie infectieuse, on se dit qu'il y a un agent infectieux, il y a un virus, il y a une bactérie, un parasite. Quand il y a une blessure, il y a un transfert d'énergie, que ce soit que cette énergie-là provienne d'un coup de poing, d'un patineur ou d'un véhicule lourd sur les routes, il y a un transfert d'énergie. C'est important comme notion en prévention des blessures, vous allez voir plus tard. Et puis, parmi mes remarques préliminaires aussi, j'aimerais vous sensibiliser à l'importance du raisonnement de santé publique. Pour moi, la surveillance, en tout cas la documentation de l'ampleur ou de l'évolution, de la variation spatiale d'un phénomène, est indissociable de ce qu'on fait en santé publique, donc l'identification des causes, l'étiologie, puis des stratégies préventives. Les stratégies préventives potentielles, mais aussi celles qu'on veut implanter pour améliorer la santé de la population. Donc, tout au long de ma carrière, c'est ce raisonnement-là que j'ai mis en œuvre. Et vous allez voir que les données m'ont été utiles à plusieurs étapes, en fait. Sans la surveillance du problème, je n'aurais pas pu effectuer le travail que j'ai réalisé, que nous avons réalisé, en fait, en équipe. Et puis, un biais personnel, c'est un cadre publié par le CDC en 2012, qui est peut-être un peu... Il y en a plusieurs cadres, le framework de la surveillance en santé publique. Moi, je l'aimais bien, celui-là, parce qu'il ajoute, en tout cas, le monitoring environnemental et la contribution de disciplines scientifiques comme l'ingénierie. Alors, vous allez voir que c'est une grosse partie de mes dernières années, en tout cas de ma carrière, qui a été dirigée ou orientée par d'autres disciplines, notamment l'urbanisme et le génie civil. Parce que les problèmes qui sont liés à l'environnement bâti, doivent faire, en tout cas pour être pertinent, on doit faire appel aux spécialistes qui sont les ingénieurs civils puis les urbanistes. Donc ça, c'est mon biais personnel, c'était l'introduction sommaire. Mais sur l'ampleur du problème, bon, les traumatismes routiers, c'est un problème quand même que tout le monde connaît, mais typiquement en surveillance, vous savez qu'on peut avoir des sources de données qui nous informent sur les décès, les hospitalisations, mais aussi sur les consultations à l'urgence, les blessures ou l'insécurité vécue, donc le problème dans la population générale. Évidemment, plus la source de données va renseigner sur un problème qui est sévère, moins on va avoir de cas, puis plus la source de données va renseigner sur un problème qui est fréquent, comme par exemple l'insécurité perçue lors des déplacements à pied, et puis il va y avoir une forte prévalence de personnes touchées. Donc, il y a une relation inverse, en fait, entre la gravité du problème mesuré, puis l'ampleur ou le nombre de personnes qui sont touchées par la problématique. Évidemment, ça, c'est partout, hein, je pense, en surveillance, dans tous les domaines. Alors, on a pour les traumatismes routiers, il y a plusieurs sources de données qui permettent d'avoir de l'information. Il n'y a pas de limite importante à ce niveau-là. Il y a le registre des décès, les enquêtes du coroner sur les décès et les circonstances des décès. Il y a les hospitalisations médicaux. Il y a le registre des traumas qui est un sous-ensemble des hospitalisations médicaux. Les urgences, les consultations d'urgence, aussi les appels au 911, par exemple les services ambulanciers, urgence santé à Montréal. La source qui est un peu inhabituelle, en tout cas particulière et unique au traumatisme routier, ce sont les rapports d'accidents policiers gérés par la Société d'assurance automobile du Québec. Ça, c'est une source qui nous permet de connaître les lieux de collision, les circonstances de la collision, voire même le mécanisme et les mouvements des véhicules. Et puis, des enquêtes, évidemment, sur, par exemple, l'insécurité perçue. Assez typique jusque-là. Donc, les traumatismes routiers, simplement pour vous donner une idée de quelques résultats habituels sur l'ampleur de la problématique, ce qu'on voit l'évolution temporelle des décès en rouge, puis l'évolution temporelle des blessures, donc sur les routes du Québec, en bleu. Désolé, ça s'arrête en 2005 parce que la manière de compter les blessés a été modifiée là, ensuite, donc c'est tout à fait comparable. Mais on y voit une diminution du nombre de décès importante là, à partir des années 75. Par contre, un nombre de blessés qui fluctue, mais qui est relativement dans la même fourchette. Alors, je pense que pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce type d'évolution-là, là, quand il y a une diminution de la mortalité, mais pas de l'incidence du problème, en tout cas dans ce cas-ci des blessures, souvent, en tout cas, ça implique les services de santé. C'est le cas, c'est l'évolution des services de traumatologie, surtout et beaucoup, qui explique la diminution de la létalité sur les routes du Québec, bien que tout le monde se félicite de cette diminution-là. Alors, le genre de résultat typique qu'on peut voir aussi en termes d'évolution temporelle, c'est l'évolution temporelle, par exemple, du recours aux services, des hospitalisations d'usagers de la route, selon le type d'usager.
On peut le voir pour toutes les... Ici, on a l'évolution pour toutes les hospitalisations versus les hospitalisations avec un traumatisme crânio-cérébral. Mais dans les deux cas, ce sont seulement des usagers de la route, là, motocyclistes, cyclistes, piétons, occupants. Évidemment, vous devez savoir que les hospitalisations, c'est une source de données qui est biaisée par le recours à l'hospitalisation, puis qu'il y a eu une diminution au recours à l'hospitalisation dans ces années-là pour toutes les causes confondues. Donc, on ne peut pas conclure parce qu'il y a une diminution des hospitalisations qu'il y a nécessairement une diminution de l'ampleur de la problématique, dans ce cas-ci, des collisions. Mais ce sont des résultats typiques en surveillance. Un autre résultat typique que vous pouvez voir, c'est la variation spatiale, mais à grande échelle, à l'échelle des régions socio-sanitaires. Donc, ici, parfois, les gens sont surpris, en fait, parce qu'il s'agit de taux d'hospitalisation per capita, donc per 100 000 de population. Et donc, on peut voir que les taux sont plus faibles, en fait, dans les régions urbaines, ici Montréal et Laval, ou même Québec, que dans les régions périphériques. Alors, évidemment, c'est parce que c'est un taux per capita et ça ne renseigne pas sur les lieux de collision ou le nombre absolu de collisions. Alors, ce type de données-là, je vais beaucoup faire le lien avec mes interventions dont on a fait la promotion, mais à partir des données habituelles de surveillance, on peut informer sur l'ampleur de la problématique et sa distribution par région socio-sanitaire. Moi, j'ai fait des premières pages de journaux, j'en ai fait des dizaines dans ces années-là, simplement sur l'ampleur du problème, pour dire que c'est un problème important. Puis il y en a dans votre région. Ici, par exemple, c'était 35 piétons heurtés chaque semaine sur l'île de Montréal, puis il y en a davantage dans les quartiers pauvres. Par contre, pour l'action, vous allez voir que ces stratégies-là sont plus limitées et que si on veut vraiment orienter les stratégies préventives, il faut aller plus loin que de documenter l'ampleur, le nombre de problèmes par région socio-sanitaire. Il faut s'attaquer à l'étiologie, aux facteurs, aux déterminants, au moins les connaître un peu, savoir sur lesquels on doit agir pour modifier la problématique, réduire les traumas. Vous connaissez tous la triade épidémiologique, le classique entre l'agent, le vecteur, l'individu, l'hôte et l'environnement. Dans ce cas-ci, dans les traumas, comme je le précisais d'emblée de jeu, c'est un transfert d'énergie. L'énergie est portée par le véhicule en mouvement. L'idée que plus le véhicule va vite, plus il y a d'énergie, plus les blessures vont être graves. Plus il est lourd, plus les blessures vont être graves, mais aussi plus il y a de véhicules, puis plus il va y en avoir de blessures et de traumatismes. Donc, typiquement, en tout cas, c'est pas. Je sais que vous êtes en surveillance, je sais que la majorité d'entre vous ne sont pas trop préoccupés par. En tout cas, n'ont pas le temps de se préoccuper des frameworks et des modèles conceptuels, mais je dois quand même vous partager cette information-là qu'en prévention des traumatismes, on distingue les facteurs liés aux humains, aux véhicules, puis à l'environnement. Et que habituellement, malheureusement, en santé publique, on met beaucoup d'emphase sur les facteurs comportementaux, les facteurs humains, alors que les stratégies d'intervention les plus efficaces ciblent les environnements physiques ou les véhicules. Alors, je voulais simplement vous mentionner ça, puis qu'habituellement, en traumatisme, on distingue la collision, donc l'événement, de la blessure. On peut avoir des collisions sans blessure. Et ce qu'on va suivre, souvent en prévention des traumatismes, c'est l'événement. Donc, dans ce cas-ci, c'est la collision. Ce sont des notions préalables, mais vous allez voir qu'elles sont pertinentes pour la suite. Parce que la surveillance habituelle en traumatisme routier, particulièrement, je recule de quelques décennies, mais quand même, c'était sur l'alcoolémie des conducteurs. On voit ici typiquement là, dans le portrait de santé de 2001, produit par l'INSPQ. À gauche, vous avez la proportion de conducteurs décédés en situation d'alcoolémie. Donc, selon la région de résidence, ça varie de 26 à 43 %. Évidemment, ça a diminué au cours du temps. Et puis, la variation là, du port du casque, soit d'une région à l'autre au cours des années, chez les cyclistes. Donc, typiquement, à cette époque-là, la santé publique mettait l'emphase sur les facteurs de risque individuels. C'est intéressant de les connaître. Pour l'intervention, c'est relativement, par contre, limité. Ça cible des facteurs de risque individuels plutôt que qui ont un potentiel de réduction du fardeau là, global, mais qui est quand même limité. À titre d'exemple, je vais vous donner l'importance, je vais vous mentionner, vous illustrer l'importance d'un facteur environnemental qui est le volume de véhicules. C'est aux États-Unis. Chaque point correspond à un comté des États-Unis, les counties. Et d'une part, vous avez les distances parcourues en véhicule, donc les distances moyennes, le nombre de kilomètres moyens parcourus par habitant dans ce comté. Donc, évidemment, les comtés ruraux parcourent des plus grandes distances. Et le taux de décès de la route, donc des décès suite à une collision routière, peu importe qu'on soit piéton, automobiliste ou cycliste,
Et il y a habituellement une relation linéaire ou quasi linéaire entre les deux. Peu importe l'échelle à laquelle on la regarde, ça c'est que ce soit le comté, le secteur, la rue, l'intersection ou l'individu en général, plus on utilise l'automobile, plus on parcourt des grandes distances, plus il y a de véhicules à une intersection dans un quartier et plus il y a de traumatismes routiers. C'est l'exposition. C'est un peu de la même façon, même si ce n'est pas la problématique du tout. Plus il y a de plomb dans l'eau, puis plus il va y avoir de plombémie chez les enfants. Je veux dire, c'est la source du problème, la source de l'énergie dans ce cas-ci. Pour illustrer avec des données montréalaises un peu le même phénomène que le problème croît avec l'usage ou avec l'exposition. Vous avez à gauche ici l'illustration des distances moyennes parcourues en automobile par les résidents des différents secteurs de Montréal. Évidemment, plus on habite vers la périphérie, puis plus on parcourt de kilomètres en voiture. Et on observe aussi les taux d'hospitalisation d'automobilistes selon le secteur de résidence, qui augmentent évidemment avec l'usage de l'automobile. Ça va de soi. Alors ça, c'était de la surveillance habituelle, basée sur les données, par exemple, d'hospitalisation ou de décès, puis sur les variations géographiques par secteur. Pour être utile dans le domaine des traumatismes routiers, je pense qu'il faut prendre en compte les lieux de collision, les circonstances des collisions, les facteurs impliqués dans les collisions. Vous allez voir des exemples de ça maintenant, parce qu'à partir de maintenant, je vais utiliser d'autres sources de données que les hospitalisations ou les registres de décès, les registres d'hospitalisation, pardon. Puis on va utiliser plutôt les rapports d'accidents policiers ou les interventions préambulancières, ambulancières préhospitalières, le 911. Voyez-vous, ça, c'est la carte des occupants de véhicules blessés à Trois-Rivières. Je pourrais prendre Québec, Montréal, n'importe quel lieu. C'est toujours à peu près pareil. Évidemment, le nombre de blessés est plus élevé aux endroits où il y a concentration de véhicules sur les grandes artères, dans les quartiers centraux, où il y a beaucoup de générateurs de déplacement. Et on peut voir, et c'était la première leçon grâce à l'évolution de la géomatique à partir déjà des années, en 2006, on a commencé à produire systématiquement les lieux de collision pour toutes les collisions, tous les blessés sur les routes de la ville de Montréal et de la région. Alors, mais typiquement, on adoptait auparavant une approche ciblée. La géomatique ne permettait pas de cartographier l'ensemble des sites. On identifiait, par exemple, en santé publique 5, 10 ou 25 sites. Puis, à l'aide de planification quinquennale, on espérait pouvoir les améliorer, ces sites particuliers-là. L'évolution de la géomatique à partir des années 2000 nous a permis de cartographier l'ensemble des sites de collision et d'avoir une perspective vraiment populationnelle et de constater, par exemple, que pour les piétons blessés sur l'île de Montréal, il y avait plus de 5000 sites différents sur 10 ans, 11 ans. Évidemment, c'est une longue période, mais quand même, ça nous montrait la dispersion du phénomène. Et puis, pour être plus précis, regardez, ça a été parmi nos premiers résultats, là, mais de constater que dans les quartiers centraux de Montréal, et particulièrement dans Ville-Marie, mais dans les secteurs avoisinants, presque toutes les intersections sont touchées, surtout sur les grandes artères. Et donc, les premières fois que j'ai montré ce type de résultats aux ingénieurs et responsables de la Ville de Montréal, on m'a simplement, sur le coup, répondu que ce n'était pas très utile parce que ça ne nous indiquait pas à quelle intersection intervenir. Et c'est là qu'à l'aide de nos concepts de santé publique, j'ai pu suggérer que peut-être ça suggérait une autre manière d'intervenir, c'est-à-dire non pas sur des intersections ciblées, mais peut-être par une approche populationnelle, que les ingénieurs appellent systémique, c'est-à-dire à l'échelle du quartier. D'essayer de voir, en tout cas, si on a des interventions qu'on peut répéter à toutes les intersections ou si on peut diminuer à la source l'un des problèmes qui causent les traumatismes routiers. Donc, c'était impressionnant comme résultat. Puis, ce type de résultat-là, on l'a publié en 2005, je le mentionne dans un rapport qui faisait une cartographie pour chacun des arrondissements de l'île de Montréal. On l'a mis à jour ensuite. On en a produit pour les parcs, les artères commerciales, les rues, chaque fois qu'il y avait un projet ou des citoyens impliqués. On a produit beaucoup de cartes. Mais ça, c'était, je pense, le plus grand succès de ma carrière de médecin spécialiste, c'est d'avoir réussi en un été, grâce à l'aide de Marie-Soleil Cloutier, qui est professeure aujourd'hui à l'INRS en géographie de la santé, d'avoir réussi à produire une cartographie des collisions par arrondissement. Suite à ça, là, on en a imprimé des milliers de copies. Ça a été téléchargé ensuite. Les gens utilisaient, ils se référaient toujours à ça pour dire le problème, là, il existe vraiment. Il y a vraiment des blessés sur nos routes. Et bon, là, le temps passe, il faut quand même que j'avance. Mais à titre d'exemple, ça montre aussi, ça illustre aussi les inégalités, hein? Les inégalités spatiales que vous pouvez voir entre Ville-Mont-Royal puis Parc Extension ici, et qui sont clairement liées
à des aménagements différents, alors que par extension, bon, la circulation peut passer sur toutes les rues sans entrave. Dans Ville-Mont-Royal, il n'est pas si facile de transiter en véhicule. Donc, la simple cartographie nous a été très utile. Évidemment, on peut dégager d'innombrables indicateurs à partir d'une cartographie. Ici, je vous illustre, on a servi ça une fois là, lors d'un mémoire, la proportion d'intersection avec piétons blessés. C'est sur une période de 10 ans encore, donc c'est beaucoup, mais quand même, ça montrait que sur le plateau Mont-Royal, il y avait la moitié ou presque des intersections auxquelles il y avait eu au moins un piéton blessé. Donc, ça suggère en tout cas une intervention, une approche populationnelle. C'est ce qui nous a amené à suggérer des mesures comme l'apaisement de circulation, qui sont ensuite généralisées. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, les mesures d'apaisement. Vous voyez ici la carte de Rosemont et en jaune et en orange, les endroits où ont été implantées des mesures d'apaisement de circulation. Donc, c'est à l'échelle du problème. Donc, les données de surveillance ont été utilisées pour réussir en tout cas, à faire implanter des stratégies d'apaisement de circulation à large échelle. Rosemont, c'était un bon exemple, là, où on a des dos d'âne et des saillies de trottoir, pas implantés sur une, 2 ou 3 rues, là, mais c'est l'ensemble des rues qu'on vise à couvrir. Et les données de surveillance ont servi à ça, ont servi aussi à des interventions un peu plus radicales, parfois, à justifier, par exemple, des réallocations de chaussées pour essayer de diminuer la circulation de transit, le volume de véhicules, ou faire des aménagements cyclables, voire même à fermer complètement certains tronçons de rue qui permettaient la circulation de transit vers des quartiers résidentiels. Ici, c'est le parc Baldwin. Il y avait une rue, là, la rue Marianne-Continuette. Elle a été fermée par le maire de l'époque, Luc Ferrandez. Et l'argumentaire, c'était vraiment de réduire le volume de véhicules et d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Donc, de diminuer la circulation de transit dans les rues autres que les grandes artères. Parce que les artères, c'est avéré que nos données ont rapidement illustré que le risque de blessure, dont je vais parler plus tard, est clairement beaucoup plus élevé sur les artères. Et par exemple, on a sur la rue Sherbrooke ici, imaginez l'utilité d'une telle carte. C'est quand même des données précises, c'est vrai, mais on nomme pas les individus, c'est anonymisé. Simplement, ça identifie les intersections et le nombre de blessés sur une période de 10 ans. Alors, on a près de 800 piétons blessés sur la rue Sherbrooke. Quel élu ou quel responsable d'une division d'ingénierie peut ensuite ne pas se préoccuper de ce problème-là et ne pas proposer de solution? En tout cas, c'est un argument assez fort, la localisation des collisions, des sites de collision, puis surtout leur distribution comme ça. Évidemment, c'est un profil qu'on retrouve dans toutes les villes du Québec. Je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais sur toutes les artères du Québec, là, que ce soit le boulevard des Laurentides à Laval, ou à Sherbrooke, le boulevard Tachereau, où il y a beaucoup de blessés. Ici, ce n'est pas nécessairement de la surveillance, mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point on a utilisé ces données-là pour montrer le lien étroit qu'il y a avec les volumes de véhicules. Alors, si on divise les 15 000 intersections de Montréal en quintiles, de celles qui ont peu de trafic jusqu'à celles qui en ont beaucoup, le 5e quintile, on voit que la majorité des blessés, même des blessés à la tête, piétons, cyclistes, automobilistes, le sont aux intersections où il y a beaucoup de trafic. Donc, ça augmente avec l'usage. Aux intersections aussi, ça augmente avec le volume des véhicules. Le nombre de blessés de la route aux intersections augmente avec le volume de véhicules, c'est connu. Dans un secteur, le nombre de piétons blessés, d'automobilistes aussi, de cyclistes sur une route, c'est pareil, il augmente avec les volumes de kilomètres parcourus en automobile dans le secteur chaque jour. Donc, c'est dans le centre-ville qu'il y a le plus de blessés, qu'il y a le plus de véhicules aussi. Il est vrai qu'il y a beaucoup de piétons aussi, c'est un autre facteur, mais il peut, à volume de trafic égal, il est quand même, à volume de piétons égal, il est quand même beaucoup plus sécuritaire de marcher dans certains quartiers que dans d'autres. Parce que c'est l'exposition, j'espère que j'ai été clair, moi je voulais dire que l'exposition aux véhicules pose un risque aux piétons et cyclistes. Donc, ce type de données-là a été excessivement utile à la Direction de santé publique de Montréal pour participer à des audiences publiques, par exemple. C'est sûr qu'on soutenait les médias, on soutenait les groupes communautaires, mais on participait formellement aussi à des audiences publiques municipales ou au bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le charte piéton, le réseau artériel et tous les projets autoroutiers, routiers ou même de transport collectif comme l'ARN. Donc, c'est le type de données. Ce ne sont pas les seules. Évidemment, elles se conjuguaient, elles s'ajoutaient aux données sur les émissions polluantes et l'activité physique. Mais c'est quand même des données très parlantes, pour lesquelles le mécanisme est clair. Hein? Un véhicule qui frappe un piéton, en tout cas, la causalité n'est pas hypothétique. Le véhicule est clairement en cause. En tout cas, sa vitesse, puis la collision est clairement la source de la blessure.
Donc, brièvement, parce que là, le temps est bien avancé, j'espère qu'on a encore 5 minutes peut-être. Je voulais mentionner qu'on ne se préoccupe pas seulement du nombre de blessés, ni du taux per capita, mais on essaie d'estimer aussi la probabilité de blessure lorsqu'on pratique une activité. Ça pourrait être lié à une activité sportive, par exemple le risque de blessure quand on joue au soccer ou au hockey ou quand on pratique la boxe. Mais là, c'est vraiment le risque de blessure pour les usagers de la route, donc par déplacement ou par kilomètre parcouru. C'est un autre type d'indicateur, c'est la probabilité d'occurrence, mais chez les personnes exposées. Un taux d'incidence chez les personnes exposées, en fait, c'est une probabilité. Puis vous devez savoir que le risque de blessure et de décès est beaucoup, beaucoup plus élevé par déplacement ou par kilomètre parcouru, peu importe comment on mesure, lorsqu'on se déplace en automobile qu'en transport collectif. Donc, les indicateurs sont intéressants pour ça parce qu'ils orientent vers des stratégies préventives. Alors, c'est sûr que les déplacements d'autobus, non seulement sont plus sécuritaires pour leurs usagers que pour les automobiles, que l'automobile l'est pour les automobilistes, mais en plus, les autobus génèrent 5 à 7 fois moins de piétons ou de cyclistes blessés par kilomètre parcouru. Donc, si je décide, moi, de prendre l'autobus sur une artère à Montréal, non seulement c'est plus sécuritaire pour moi, mais je génère moins aussi de piétons, de cyclistes blessés par déplacement, par kilomètre parcouru. Et nous avons produit des données montréalaises pour ça, donc le risque moyen de blessure par déplacement selon le mode de transport. Et nous comparions encore une fois le fait de se déplacer en automobile versus en autobus. Et nous avons pris en compte la portion marché qui représente aussi un risque de blessure, donc pas seulement le temps dans l'autobus, mais aussi la portion marché. Et pour les Montréalais, là, en moyenne, le risque de blessure est beaucoup plus faible quand on se déplace en autobus, même si on prend en compte la portion marché du déplacement. Donc, ça nous a amené évidemment à proposer de réallouer les ressources vers les transports actifs et collectifs. Pour d'autres raisons, encore pas seulement pour les traumatismes, mais ça s'ajoutait au corpus d'évidence sur les impacts sur la santé du système de transport. Et puis, le risque de blessure, on l'a déjà calculé aussi avec d'autres collègues de l'Université McGill pour les cyclistes, c'est-à-dire aux intersections, quelle est la probabilité d'être frappé et d'avoir une blessure pour un cycliste. Puis évidemment, plus on va vers la périphérie, plus les routes sont larges, plus ça roule vite, plus il y a de véhicules qui roulent vite. Là, c'est surtout la vitesse et la largeur de la chaussée, peut-être. En tout cas, et plus le risque est élevé. Alors, pour les cyclistes, évidemment, il y a davantage de blessés au centre-ville, mais le risque de blessure par cycliste est plus élevé sur les routes de la périphérie. Typiquement, je peux nommer le boulevard Newman à la salle, mais tous les grands boulevards à 4 voies de circulation, où il y a de la circulation rapide, des véhicules lourds. Donc, c'était pour vous mentionner un autre type d'indicateur qui est le risque de blessure par unité d'exposition plutôt que les simples nombres ou taux de blessure par capita. Et ce type de constat-là nous a amené, en tout cas, à soutenir ardemment l'implantation du REV, le réseau Express Vélo à Montréal, que vous pouvez voir aujourd'hui sur Saint-Denis, sur d'autres routes, là, où il y a des aménagements qui séparent les cyclistes de la circulation automobile. Parce que le risque y était beaucoup, beaucoup plus élevé que sur les autres routes. Le risque de blessure. On peut faire des cartes assez fines en géomatique maintenant de la cartographie du risque de blessure aux intersections, aux tronçons routiers. Alors, et ce sera un sujet de discussion. Est-ce que c'est de la surveillance? Moi, je pense que idéalement, en tout cas, si nous avions toutes les ressources pour le faire, c'est de la surveillance. Sauf qu'au lieu de décrire le nombre de blessés ou le taux de blessés, on décrit la probabilité de blessure, le risque de blessure lié au déplacement. Et puis, on décrit sa variation spatiale du risque de blessure aux intersections puis aux tronçons. Évidemment, là, ce n'est pas visible ici, mais les artères à 4 voies de circulation sur ces routes-là, sur les artères majeures, et le risque est beaucoup plus élevé, le risque de blessure est plus élevé pour tout le monde que sur les rues avec des aménagements qui donnent la priorité aux piétons, aux cyclistes ou au transport collectif. Alors, dernier résultat que je vous présente, c'est un peu condensé, je le sais, c'est l'usage des scénarios prospectifs grâce à Audrey Smargiassi, qui est à l'INSPQ à l'Université de Montréal aussi. Nous avons eu un projet de recherche subventionné où on a évalué l'impact de scénarios prospectifs, c'est-à-dire pour la période 2008 à 2031, 2008 à 2061, si la population de Montréal, qui augmente, était exposée à une densification. D'abord, si les gens allaient plus habiter dans des endroits déjà urbanisés plutôt qu'en périphérie, donc ils ont une probabilité moindre d'utiliser leur auto, on peut se déplacer peut-être autrement, en tout cas, pour aller au travail ou faire leurs courses. Et si on ajoutait tous les projets de transport collectif qui sont actuellement planifiés, en plus d'autres stratégies là, dont je n'ai pas le temps de détailler ici, un scénario comme celui-là
qu'on a développé, puis pour lequel on a estimé l'impact, en tout cas, réduirait à environ 30% les impacts santé associés au transport par rapport au statu quo. Donc, ce n'est pas 30% de l'ensemble des problèmes de santé, mais des problèmes de santé associés au transport qui sont typiquement liés à l'inactivité physique, au traumatisme routier et aux émissions polluantes. Et donc, les données de surveillance ont servi à ça. Et concrètement, et c'est le dernier résultat que je présente, là, dans les scénarios, vous avez ici en assuré le business as usual, c'est-à-dire que si on continue, si les déplacements continuent tels qu'on les observe aujourd'hui, où l'automobile est prédominante, versus une réduction associée à l'implantation des projets de transport collectif, à une densification, puis donc à un transfert modal. C'est-à-dire moins de gens qui utilisent l'automobile, mais plus de gens qui utilisent la marche, le vélo, les transports collectifs. Nous observerions un peu moins d'années de vie perdues suite aux collisions. C'est sûr que les gains vont être fonction de l'ampleur du transfert. S'il y a une crise économique où le pétrole devient inaccessible ou trop cher, les gains vont être encore plus grands que ça. Mais dans nos scénarios, on voyait une légère diminution des collisions, une légère diminution des émissions polluantes, mais surtout une augmentation des transports actifs, de l'activité physique liée à la marche et au vélo. Et ça, c'est ce qu'on observe aussi dans les scénarios ailleurs dans le monde. Et l'ampleur des résultats est évidemment directement liée à l'ampleur des moyens qu'on implante pour obtenir les effets. Donc, si le scénario est radical, on observe plus d'effets. S'il est moins radical, on observe moins d'effets. Ça conclut ma présentation. Je vais résumer deux idées, trois leçons que j'ai apprises au cours de ma carrière. D'abord, en tout cas pour les traumatismes, c'est particulièrement évident. C'est la pertinence d'une approche qui est populationnelle et environnementale. C'était le sujet de ma thèse de doctorat, désolé d'ici la plugger, mais il ne faut pas se limiter à des facteurs de risque ciblés. Distinguer les lieux d'événement des lieux de résidence, donc regarder où les collisions surviennent, mais ça s'applique aussi aux autres types de traumatismes, hein, aux noyades, par exemple, ou aux traumatismes, que ce soit en trampoline ou aux chutes. Inclure les facteurs environnementaux. On se targue souvent en santé publique d'utiliser une approche socio-écologique, c'est-à-dire de prendre en compte les milieux de vie, les systèmes. Malheureusement, la surveillance des milieux de vie, en tout cas des facteurs environnementaux, de l'environnement bâti, je trouve qu'elle est encore beaucoup à développer. Et puis, quand c'est possible que les données nous le permettent, de faire des analyses spatiales à différentes échelles. Les variations entre régions socio-sanitaires, ça peut être utile, mais pour l'intervention locale, c'est d'utilité assez limitée. Donc, si on est capable de faire au moins des analyses à l'échelle des quartiers, ou dans ce cas-ci, c'était à l'échelle des intersections ou des routes, c'était beaucoup plus utile. Et idéalement, on n'a pas de se limiter là, à l'ampleur du problème en termes de nombre ou de taux per capita, mais d'estimer le risque de blessure par unité d'exposition. Ça, ce sont les grandes leçons là, que j'ai essayé de tirer de 20 ans de carrière. Et puis, j'allais finir par une question, mais je pense que Stéphanie ou Bernard Simon auront sans doute des questions pertinentes. Je suis tout à fait ouvert à toutes les questions. J'avais une deuxième notion après, c'est les liens étroits entre la surveillance et les autres fonctions essentielles de santé publique. C'est le fait que moi, en tout cas, personnellement, je ne travaillais pas dans une équipe dédiée à la surveillance ou entièrement à la surveillance. Je travaillais dans une équipe sur les environnements urbains, sur la promotion d'environnements urbains favorables à la santé. Et donc, on effectuait, je pense, de la surveillance. On utilisait les données de surveillance, notamment les variations spatiales dont je vous ai parlé, mais c'était clairement en fonction de faire la promotion d'environnements favorables. Et je pense que ce lien étroit-là entre les équipes qui sont dédiées à l'intervention puis la surveillance améliore l'utilité de la pratique de la surveillance. Puis on a vu ça durant la COVID aussi. La fusion entre les équipes de surveillance et les équipes de maladies infectieuses, la fusion nécessaire entre des connaissances. Mais c'est sûr que quelqu'un pourrait me dire que ce n'était pas vraiment de la surveillance, que c'était plutôt de la recherche ou de la promotion, de la prévention. Effectivement, je n'ai jamais eu le temps ou les ressources suffisantes pour déployer un programme de surveillance, mais les indicateurs potentiels que je vous ai présentés, en tout cas, pourraient aider à définir un beau programme de surveillance des traumatismes routiers, qui porterait en tout cas beaucoup sur les facteurs environnementaux et leur variation spatiale. Ça conclut. Merci. J'espère que c'était compréhensible. Je suis ouvert à toutes les questions. Gênez-vous pas, toutes les critiques aussi. On n'a pas pu tout faire, ni tout bien faire. Merci beaucoup, M. Morency, pour la présentation. Bernard Simon, je te laisse peut-être... Merci beaucoup. Je vais l'appeler Patrick parce que je le connais bien. Donc, c'était très intéressant. Je trouve que ça faisait un très bon tour d'horizon. Ce que je me rends compte,
et tu l'as souligné un peu, par rapport à, disons, une surveillance qu'on pourrait dire un peu plus conventionnelle. Une surveillance plus conventionnelle, disons que ceux qui produisent les indicateurs, donc les professionnels de la surveillance, sont souvent plus limités à cette fonction-là et d'autres professionnels vont s'occuper de l'utilisation pour la promotion, la protection, etc. Tandis que je vois que dans ta situation, tu es à la fois le producteur des indicateurs et un agent d'intervention, de promotion, de revendication très actif. Là. Donc, tu amalgames un peu les deux fonctions. Non, mais tout à fait. Puis, mais nous avions, on a souvent inscrit nos travaux dans le cadre de programmes de surveillance. Hein. Simplement, on n'a jamais eu les ressources pour les développer. Mais par exemple, ce que je vous ai présenté ici, je le mets en face sur l'utilité des données, mais c'est vrai que j'aurais pu présenter un programme de surveillance plus structuré. Par exemple, la surveillance du nombre de blessés, d'abord, selon le mode de transport utilisé et à différentes échelles, par route, ou plutôt que par région, ou au moins par secteur. Et la surveillance de certains facteurs environnementaux, comme par exemple l'évolution des volumes de véhicules et de leur vitesse, ou des kilomètres parcourus dans les différents secteurs par des véhicules. Puis enfin, d'autres types d'indicateurs qui portent sur les aménagements aussi. Ça, je ne les ai pas présentés, mais idéalement, quand on a du succès, en tout cas avec l'implantation des interventions, bien, on essaie de documenter aussi, puis je pense que ça peut faire partie de la surveillance, des indicateurs comme le nombre de saillies de trottoirs, par exemple, ou leur distribution au cours du temps. Puis là, on a vu d'ailleurs que ça a augmenté radicalement à partir de 2008. Là. Et qu'aujourd'hui, ben, si on mesurait ça rétroactivement, c'est possible, on verrait que c'était, en tout cas pour cet aspect-là, un succès, nos interventions. Donc, on peut documenter le problème, les traumatismes, on peut documenter les causes, les facteurs environnementaux dans ce cas-ci, puis l'implantation des solutions, par exemple, les saillies de trottoir. Ce ne sont que des exemples, là, mais j'aurais pu faire une présentation qui aurait été plus structurée en termes d'indicateurs opérationnels à suivre et à monitorer dans le cadre d'un programme de surveillance. Quelque chose qui m'a frappé, là, si j'ai bien compris le sens du résultat, dans les scénarios prospectifs, la densification serait associée à moins d'accidents. Parce que c'est bien. Oui. Bon, ça, c'est évalué dans la littérature. Les premiers modèles de scénarios qui ont été évalués là, il y a une douzaine d'années montraient que quand on densifie, toutes choses égales par ailleurs, il y a plus de traumas routiers. Au début, mais je me demandais pourquoi. Il y a beaucoup plus d'activité physique, beaucoup plus de piétons, beaucoup plus de cyclistes. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ça dépendait de la qualité des aménagements routiers, en fait, puis de l'ampleur de la diminution du volume de véhicules. C'est que si on densifie, mais qu'on ne contraint pas la circulation automobile et qu'on n'implante pas d'aménagement pour les piétons et les cyclistes, on décuple le nombre de piétons et de cyclistes sur le réseau sans diminuer le risque. Donc, on augmente le nombre de personnes exposées au risque de collision. Alors, pour qu'une densification soit réussie en matière de traumatisme routier, elle doit être accompagnée de mesures qui limitent la vitesse des véhicules ou qui permettent aux piétons et cyclistes de circuler en sécurité. Et j'ai donné quelques exemples comme les saillies de trottoir ou le rêve sur Saint-Denis, mais ce sont des aménagements qui permettent donc de densifier, donc d'augmenter le nombre de piétons et de cyclistes, parce qu'il y a moins de gens qui utilisent leur voiture dans les quartiers denses, tout en diminuant le nombre de traumas parce qu'ils peuvent se déplacer en sécurité. Donc, la densification, oui, réduit les traumatismes routiers, surtout parce qu'il y a moindre usage de l'automobile, mais elle est un peu conditionnelle aussi, en tout cas, ce résultat est conditionnel à la sécurité des aménagements aussi. Dans des quartiers où 70% des gens marchent ou utilisent le vélo ou le transport collectif pour leur déplacement, on ne peut pas donner toute la place à l'automobile. Il faut aussi des aménagements pour protéger les piétons et les cyclistes. C'est un peu la condition. Mais je trouvais cette information-là sur la densification intéressante et que donc vos travaux peuvent avoir un impact un peu sur les politiques publiques et tout ça, parce que dans ce temps-ci, surtout cette semaine, puis je pense dans les semaines et mois à venir, c'est très populaire, on pourrait dire à la mode un peu, de parler de la réduction de l'étalement
et de la densification des municipalités, des villes. On parle beaucoup de ça. Donc, je voyais peut-être un lien avec vos travaux. Ah non, mais certainement. Puis si je vous partage un résultat que j'ai présenté tout à l'heure, mais rapidement, OK? C'est un résultat, moi, qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai découvert qu'à l'échelle, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais à l'échelle des comtés, puis j'aurais pu présenter à l'échelle des villes, des municipalités, des secteurs de Montréal, là, à quel point les villes les plus denses, les quartiers les plus denses ont beaucoup, beaucoup moins de traumatisme routier. Parce qu'il y a un moindre usage de l'automobile. Ça, c'est un fait. Mais il n'y a que les variations spatiales qui peuvent documenter ça. Et donc, les variations spatiales à grande échelle, donc à l'échelle appropriée, cette fois-ci, ce sont des comtés, mais on pourrait comparer des régions métropolitaines, ça donne la même chose, des villes, ça donne la même chose. Et oui, c'est un bénéfice de la densité, puis ça milite vraiment, je trouve, en faveur d'une mesure des facteurs environnementaux. Là, j'ai parlé que de la présence d'artères, du type de route, par exemple, artères versus rue locale, nombre de voies de circulation, mais on pourrait parler de la densité des différents secteurs. Puis j'ai des résultats que je n'ai pas présentés ici, mais dont je dispose, c'est qu'à Montréal, des gens qui habitent dans les secteurs les plus denses ont une moindre probabilité de décès et d'hospitalisation suite à un traumatisme de la route. Est plus faible. J'aurais pu le présenter, là, il était éloquent aussi, ce résultat-là, mais je trouvais que je le présentais déjà trop. Mais c'est vrai que les gens qui habitent dans les quartiers centraux, c'est contre-intuitif, hein, parce qu'il y a beaucoup de collisions dans les quartiers centraux, mais parce qu'il y a beaucoup de monde aussi, puis il y a des véhicules qui viennent d'ailleurs. Mais le fait d'habiter dans des quartiers centraux est associé à une diminution, en tout cas pour les résidents, du risque de blessures, d'hospitalisation et de décès sur les routes. Merci beaucoup. Peut-être, Stéphane. Dans le clavardage qui nous a été posé par un des participants et que je vais vous poser. Donc, à votre avis, lorsqu'on souhaite mettre en place un système de surveillance des accidents de la route dans un pays où il n'existe pas de systématisation dans le recueil des données, quelle stratégie peut s'avérer payante pour commencer le projet? C'est une bonne question. Il y a plusieurs avenues possibles. Il faut prendre, je pense, en compte le contexte puis les données possibles. Mais il y a moi, je trouve dans un premier temps de documenter quelques cas, quand même, ce sont des cas isolés, mais de donner une certaine importance aux circonstances et au contexte. Il y a des cas qui sont exemplaires. Puis, sachant ce qu'on sait de la production des traumatismes routiers, des cas qui surviendraient, par exemple, sur des routes qu'on sait achalandées avec beaucoup de véhicules, beaucoup de vitesse, ce serait déjà un bon début. Mais donc, je ne sais pas s'il y a l'équivalent de telles enquêtes ou de coroner, peut-être pas, mais en tout cas, est-ce qu'il est possible de faire des autopsies rétrospectives, des histoires de cas rétrospectives, je veux dire un peu sur les survenus des collisions? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre dans un pays qui n'a pas les moyens, en tout cas, qui n'a pas de système de données, on ne peut pas prétendre à illustrer la variation géographique des collisions comme on le fait à Montréal. On peut néanmoins... Non, c'est une bonne question. Mais l'idée encore, là, ce serait d'essayer de documenter, en tout cas, au moins les cas, puis l'importance des circonstances, puis des facteurs environnementaux, puis du véhicule. L'importance de la vitesse du véhicule, de la masse du véhicule ou d'une route où il y a plusieurs artères. Mais comment on documente ça? Comment on a accès même aux cas, peut-être à travers les cas hospitalisés, les cas décédés? Est-ce qu'on peut même faire des autopsies rétroactives? Je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste. Ça ferait plaisir d'en discuter, mais je n'ai pas de réponse magique. Merci beaucoup. Dans le clavardage et puis également si certains veulent prendre la parole aussi, on peut les inviter à poser leurs questions à l'oral. Moi, j'ai une réponse aussi à la question précédente. Il y a des techniques, faute de données, il y a d'autres techniques qui le permettent, ça vient de m'envoyer, qu'on peut faire des analyses de conflits. Donc, il y a des gens, il y a des manières par lesquelles on peut aller aux intersections et ne pas attendre qu'il y ait une collision, qu'il y ait un blessé. Donc, c'est plus proactif, c'est une approche proactive où on va estimer le risque de collision à partir des conflits qu'on observe. On s'installe à une intersection puis on regarde s'il y a un quasi-accident, s'il y a des gens qui arrivent presque en collision. Et ça, c'est souvent prédicteur de collision ensuite. Donc, l'analyse des conflits aux intersections permet, faute de données, de documenter des risques, la variation des risques d'une intersection à l'autre, puis les mécanismes par lesquels les usagers sont exposés aux risques. C'est l'analyse de conflits, par exemple, aux intersections ou sur les routes. Excusez. Je pense que la personne, donc Adi Kaba, voulait éventuellement réagir à ça. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup pour la réponse. C'est sûr que on a un projet en perspective justement pour mettre comme
Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais il y a quelques parasites, mais on vous entend quand même. OK. Donc, c'est un peu comme on souhaite mettre un registre en quelque sorte, un registre qui n'est pas en place actuellement pour pouvoir justement mettre de la surveillance pour les accidents de la route. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement à nous. Par quel bout commencer effectivement, parce qu'on a des données à la fois des données hospitalières. Les accidents de la route ne sont pas forcément recensés par les autorités, par les forces de l'ordre. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, commencer par les données hospitalières, notamment ceux qui sont admis pour accident de la route, commencer à faire une analyse à partir de là, ou vraiment ça va nécessiter qu'on regroupe toutes ces bases de données, qu'on essaie de regarder vraiment, essayer d'élargir au maximum pour avoir le maximum d'informations en fait. Il y a des devis, je peux vous en partager, là, il y a des gens qui ont publié au Canada à partir des données hospitalières, en regardant les trajets des personnes qui ont été hospitalisées ou l'endroit où ils ont été blessés. Il y a des devis, mais c'est plus de la recherche peut-être que de la surveillance qui permettent d'avoir des connaissances sur les circonstances des collisions. Mais les données hospitalières vont surtout être utiles pour démontrer qu'il y en a un problème et qu'il y en a des blessés de la route. Donc, c'est un peu la première étape du raisonnement. Il n'y a plus personne, après que vous ayez accumulé des données hospitalières sur les traumas routiers, il n'y a plus personne qui va pouvoir vous dire « ça n'existe pas, il n'y en a pas dans ma ville ». Mais la prochaine étape, je pense, c'est assez rapidement de ne pas trop se baser sur les données hospitalières, sinon pour mesurer l'ampleur du problème. La prochaine étape, c'est vraiment d'aller sur les circonstances des collisions, les lieux de collision, les facteurs impliqués, et donc d'essayer de trouver une manière, en tout cas, de lier les deux. Et c'est pour ça que je suggérais l'analyse de conflit, là, mais il faudra voir. En tout cas, de mettre l'emphase sur les lieux de collision plutôt que les lieux de résidence des personnes hospitalisées. Mais c'est un bon début pour documenter l'ampleur de la problématique, dire qu'au moins il y en a, puis documenter peut-être les lieux de collision de ces personnes-là. Je n'invite pas tout le monde. Si vous avez une question, je vais céder ma place, je vais me taire, mais en attendant, je vais poser une autre question. Je ne sais pas trop si c'est une question. À un moment donné, tu as parlé de distinguer le lieu des événements du lieu de résidence. Et là, je me disais, mais là, je ne sais pas l'utilité que ça peut avoir, mais je me demandais, donc, il y aurait une possibilité, si on pensait, par exemple, à la défavorisation matérielle. Donc, on serait capable de faire un peu la distinction entre des zones de défavorisation matérielle. Est-ce qu'il y a plus ou moins ou un lien avec la fréquence des événements? Et il y aurait aussi la possibilité de regarder donc l'indice de défavorisation associé au conducteur à partir, disons, de son lieu de résidence ou sa plaque d'immatriculation. Non, mais vraiment, c'est une discussion importante, une distinction importante. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu une personne qui a été polytraumatisée dans un centre où il y avait des trampolines. Donc, ce qui nous intéressait, ce n'est pas l'endroit où les gens habitaient, c'est quel centre de trampoline, quels sont les aménagements à cet endroit-là. Donc, le lieu de survenue de l'événement. Pour les blessures, c'est vraiment important comme distinction. On ne s'intéresse pas aux gens ou aux endroits nécessairement où ils habitent, mais l'endroit où est survenu le traumatisme. Alors, dans le cas de la défavorisation pour les traumatismes routiers, c'est particulièrement intéressant parce que les secteurs pauvres, dans les secteurs pauvres, il est connu qu'il y a beaucoup de blessures, que le nombre de blessés aux intersections est plus élevé, mais typiquement, si je prends Montréal, par exemple, c'était traditionnellement Hochelaga, Maisonneuve, par exemple, ou Parc Extension, des quartiers plus pauvres. Sauf que les personnes qui sont blessées ne sont pas nécessairement les gens du secteur. Oui, ils sont blessés comme piétons cyclistes, mais en tout cas, les conducteurs viennent d'ailleurs. Donc, si on met une analyse qui regarderait le lieu d'origine, on l'a déjà fait, mais le lieu d'origine des conducteurs versus le lieu de résidence des personnes blessées, on voit qu'il y a un peu un écart. Les véhicules ne viennent pas nécessairement du quartier, dans les quartiers pauvres. Donc, l'indice de défavorisation nous renseigne sur l'existence d'une problématique dans le quartier. Il y a des traumatismes routiers, mais elle n'est pas vraiment nécessairement vécue que par les résidents du secteur. C'est-à-dire tout le monde qui se déplace dans ce secteur-là est à risque accru de blessure, puis une certaine proportion, voire élevée des blessés, va venir d'ailleurs. Typiquement dans le centre-ville, les personnes blessées dans le centre-ville de Montréal n'habitent pas le centre-ville en majorité. Effectivement. Mais les secteurs défavorisés sont traditionnellement exposés à plus de véhicules, à des véhicules lourds, à plus de circulation de transit. Donc, qui viennent d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être associé à la qualité des véhicules? C'est sûr que le type de véhicule a une incidence sur la sécurité. Même dans une même classe de véhicules, il y a des véhicules qui sont plus sécuritaires que d'autres, c'est connu. Mais la première grosse distinction, c'est le poids, la taille du véhicule. Les véhicules lourds, les 18 roues sont, en tout cas, la probabilité de décès, je ne l'ai pas présenté, mais on a déjà estimé la probabilité de décès de blessure grave quand même un automobiliste est frappé par un véhicule lourd est très élevée, bien plus élevée quand il est frappé par un autre véhicule. Pour les piétons, quand on est frappé par un VUS, par exemple, qui frappe au torse plutôt qu'aux jambes, quand c'est un petit véhicule, la probabilité de blessure grave et de décès est plus élevée aussi. Mais donc, c'est sûr que le type de véhicule a une influence sur la sécurité routière, certainement, sauf qu'on a peu de leviers de contrôle comme État, comme organisation, sur les véhicules vendus au Québec et qu'il est plus facile d'imaginer, en tout cas, que les stratégies efficaces sont habituellement du côté quand même des aménagements pour protéger les résidents des secteurs, les piétons, les cyclistes. Alors, même si le véhicule est un facteur, on a peu de leviers d'action. Donc, on va souvent choisir d'illustrer l'importance des facteurs environnementaux comme les aménagements, parce qu'on a des leviers à l'échelle des municipalités pour les améliorer. Merci beaucoup. Oui, beaucoup de questions. J'imagine que c'est parce que j'étais peut-être hors champ un peu. Peut-être que j'aurais dû discuter d'indicateurs de surveillance. Pas du tout. Ça, je peux te rassurer que tu n'étais pas hors champ. C'était une très belle présentation. C'était très bien structuré. Ça fait vraiment un bon tour d'horizon. Mais c'était plus sur l'utilité des données, j'en conviens. Il y a Mme Goulet, je pense, qui lève la main. Oui, effectivement, bonjour. Merci pour votre présentation. En fait, je voulais savoir un petit peu sur la méthodologie. J'ai manqué peut-être un petit peu le début de la rencontre. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mes excuses si c'est le cas. Je voulais savoir, est-ce que c'est toutes des données existantes ou vous êtes vraiment allé, vous avez... Je ne sais pas. Comment vous avez remonté toutes les données avec lesquelles elle partie du travail? Mais ça, c'est vraiment une bonne question parce que moi, j'ai toujours eu comme motto, comme mot d'ordre, d'utiliser les données existantes. OK? Alors, dans ce cas-ci, les données que j'ai exploitées existaient complètement. Ils sont utilisés, par exemple, en planification des transports. Il y a des gens en ingénierie civile, d'accord, qui connaissent rue par rue les volumes d'usagers, puis l'espace accordé à chaque mode, puis où sont les panneaux de signalisation, les vitesses. Il y a des gens en ingénierie civile dont c'est le métier. Et puis, il y a les rapports d'accidents policiers existaient, les données d'urgence santé aussi. Donc, c'est la programmation, c'est notre programmation qui nous a amené à vouloir lier les deux, c'est-à-dire cartographier le X, ça existait déjà la donnée, et la mettre en lien avec d'autres informations, par exemple, sur les volumes d'usagers ou de véhicules. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que dans d'autres disciplines, ils ont un tas de données, dans ce cas-ci, sur l'environnement bâti. Je pense à l'ingénierie civile. Pour la planification des transports. Ce n'est pas des données qui sont publiques à proprement dit, donc vous avez été mis au courant de leur existence et vous avez demandé est-ce qu'on voulait rendre accessibles? Bien, dans ce cas-ci, les données qui m'ont été le plus utiles du côté santé, au départ, ça a été les données du 911, ça, ce n'était pas public. Mais ensuite, on a utilisé plutôt les rapports d'accidents policiers et la SAC les rend disponibles sur Internet maintenant. Donc, elle ne donne pas le XY, mais il y a l'ensemble il y a suffisamment d'informations pour pouvoir les localiser. Donc, c'est relativement, disons, c'est anonymisé là, et c'est accessible. Peut-être pas à tous les citoyens, mais qui n'ont pas toujours la capacité de cartographier, là, mais c'est quand même assez disponible. Puis si vous étudiez, par exemple, vous allez faire un bac en ingénierie ou en urbanisme, vous pouvez avoir accès aux données aussi liées au volume de véhicules ou à l'aménagement du territoire. Puis ces données-là sont anonymisées puis existent. Non, je n'ai pas inventé de données. Hein. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en lien. Notre position particulière, c'est qu'on a ajouté à des données connues sur l'environnement urbain et le transport, on a ajouté la notion de traumatisme routier. Excellent. Merci beaucoup. De la même façon, on peut calculer la quantité de marche puis les bénéfices de l'activité physique. C'est connu. Il y a des enquêtes origine-destination tous les 5 ans qui nous disent il y a combien de gens qui marchent à Montréal. Mais les gens qui mesurent ça, c'est pour savoir le nombre d'usagers sur les routes. Ce n'est pas pour mesurer les bénéfices de l'activité physique sur la santé, mais on peut les utiliser pour ça. Ouais. J'allais dire, il y a une personne dans le chat qui demande, mais c'était... je pense que, Patrick, tu viens de faire... Au moment où je l'écrivais,
je pense que tu as fait référence à cette enquête-là. Donc, est-ce que tu parlais de l'enquête origine-destination? Oui, on pourrait utiliser les recensements, mais les enquêtes d'origine-destination sont plus fines. Puis surtout, c'est que les ingénieurs modélisent les déplacements. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des enquêtes menées aux 5 ans dans les grandes villes du Canada et du Québec en particulier, aux 5 ans. Puis ce sont les plus grandes enquêtes en dehors des recensements. Là. Ça porte sur des centaines de milliers de personnes et de déplacements. Et puis, c'est à partir de ces enquêtes-là où on demande aux gens, dans les dernières 24 heures, vous vous êtes déplacé de quel endroit à quel endroit, de quelle origine à quelle destination et pour quel motif. Et à partir de ces enquêtes-là, qu'on espère représentatives, on estime les tendances en matière de déplacement, puis on fait la planification pour des nouveaux ponts ou des désenchements d'autoroutes, des choses comme ça. Ça, c'est dans le domaine du transport. Mais ce sont des enquêtes qui sont très utiles, je pense, pour nous en santé publique, pour tous les problèmes associés au système de transport, que ce soit lié à la pollution, à l'activité physique, au trauma. Et ce sont effectivement les enquêtes origine-destination que nous avons utilisées, mais qui étaient déjà un peu pré-traitées par des ingénieurs pour qu'on les ait sous forme d'indicateurs utiles en santé publique. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a une personne qui a une dernière question? Il y a quelqu'un que là, ça lui titille depuis tantôt, puis qui est proche d'avoir envie de poser la question, mais qui a un petit peu de retenue. C'est votre dernière chance. J'aurais dû parler des limites de notre travail. Peut-être ça aurait pu susciter la discussion. Des limites, j'en ai rencontré à toutes les années, à toutes les étapes, même dans la production de données. On n'a jamais les données qu'on voudrait, jamais à la bonne échelle, jamais avec la validité suffisante. Ouais. L'absence de ressources pour faire des suivis, même des monitorings. C'est un des mantras de la surveillance, c'est qu'on va suivre d'année en année l'évolution de la problématique. Jamais eu les ressources pour faire ça. Une fois qu'on a documenté une chose, on passe à la deuxième. Alors, moi, je n'ai jamais eu même les moyens de documenter l'évolution du nombre de blessés là, par secteur ou par route, l'évolution temporaire, ou de reproduire les mêmes méthodes que j'avais faites. Donc, peut-être tu peux me permettre, s'il reste juste une question très rapide. Donc, si je comprends bien, la réalisation de ton travail sur la surveillance des accidents de la route, toi, tu n'as pas nécessairement l'obligation de présenter un plan de surveillance au comité d'éthique de la santé publique. Oui. Les données que nous utilisions font partie des données identifiées dans le grand plan de surveillance soumis au Québec pour un avis éthique. Et j'ai même déjà demandé des avis pour la fusion de données, parce qu'on a fusionné des données, par exemple, d'urgence santé, des ambulances, avec des données de rapports policiers sur la base de l'âge, de la localisation, de la date. J'ai déjà demandé un avis et ils m'ont dit que c'était déjà accepté par l'avis sur le plan de surveillance québécois, parce que c'est des données incluses dans le plan de surveillance québécois. Simplement, nous, notre équipe, elle n'était pas dans l'équipe surveillance. Nos indicateurs, nos sources de données étaient quand même inclus dans le plan de surveillance de la Direction de santé publique de Montréal. Elles étaient acceptées, intégrées. Simplement, et j'ai participé, moi, les gens qui ont produit ça, c'est des gens qui ont une bonne formation en surveillance, en analyse de données. François Tessier, par exemple, Sophie Boudreau. Sauf qu'on n'avait pas nécessairement toujours les moyens de toutes les développer ou de les répéter. Alors, c'est comme si c'est une série de portraits plutôt qu'un indicateur fixe suivi dans le temps. Mais un portrait qui a d'abord porté sur les nombres par quartier, ensuite sur les risques, puis ensuite sur les risques selon les types de routes. Mais c'était des indicateurs entièrement définis dans le plan de surveillance de la Direction de santé publique de Montréal. Merci beaucoup. Donc, peut-être qu'on va y aller avec le mot de la fin? Exactement, je pense. OK. Donc, je voudrais juste réitérer mes remerciements. Un énorme merci à Patrick. C'était une très belle présentation, très beau séminaire qui nous donnait vraiment comme un tour d'horizon des pratiques et de ce qui se fait en surveillance des accidents de la route, qui est une forme de surveillance très appliquée, avec des applications immédiates à la pratique, aux changements, les changements, la promotion des environnements. C'était une très belle présentation, très instructive. Merci beaucoup. J'aimerais réitérer mes remerciements à tous les personnes qui sont présentes, les personnes qui se sont jointes au séminaire d'aujourd'hui. Alors, c'est très apprécié.
Donc, c'était comme on l'a mentionné initialement, c'était notre dernier séminaire de l'année 2021-2022. Donc, ça va être un rendez-vous. On va vous inviter à vous joindre à nous en septembre prochain. Donc, au cours des prochaines semaines, prochains mois, on va développer notre nouveau calendrier. On vous invite à nous faire des suggestions si jamais certaines personnes de vous travaillez déjà en surveillance et que vous seriez intéressé dans votre secteur à nous faire une proposition de séminaire, ou si jamais vous avez des intérêts particuliers pour une thématique, vous pouvez nous écrire pour nous faire une proposition, puis on essaiera de trouver quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Sinon, je remercie beaucoup pour tout le calendrier des séminaires de la saison. Remercier Stéphanie et Emmanuel Dufault, ainsi que Maria Noun, là, qui nous assure le soutien technique et communicationnel, donc qui facilite la réalisation des séminaires. Donc, c'est très apprécié. Voilà, sur ces paroles empreintes d'une débordante lucidité, je vous souhaite un bon printemps. Faites attention en traversant la route. Regardez de chaque côté. On ne veut pas vous compter dans les prochaines statistiques des accidents de la route. Donc, on vous souhaite un beau printemps puis un bel été. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir en septembre prochain. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci beaucoup Stéphanie. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup.